Merci à toutes les équipes de la CVP, au président Berthelot, à vous tous d'être dans la salle parce que c'est un magnifique sujet et j'ai la chance de côtoyer la CVP depuis plusieurs années et d'avoir accès à un matériau incroyable. Donc je vais essayer de vous restituer le résultat de cette étude qui n'est pas totalement terminée, mais il y a déjà des choses très intéressantes. Alors, pourquoi ce sujet m'interpelle? Parce que c'est un sujet récurrent. Dans la société française, il y a eu moult et moult rapports, études, disant attention, il faut diversifier le financement. Moi, j'ai appris l'économie avec Raymond Barre, et Raymond Barre disait un jour, il faudra traiter ce sujet-là. Alors, il le disait parfois à la sortie de repas bien plantureux et bien arrosés. Et en fait, le sujet reste à traiter. Et il y a quelques exemples d'institutions qui ont traité le sujet. Et la CVP est, à mon avis, l'exemple le plus parlant. Alors, je vais vous articuler mon propos sur quatre points. Je vais rappeler quelques dates. Je vais vous expliquer pourquoi la CVP, c'est rare, unique en France, alors que c'est la recommandation standard des économistes. Pourquoi ça permet de résister à la démographie dont parlait Stéphanie, et pourquoi c'est vraiment responsable. Alors, quelques dates. Elles sont à l'écran. 48. Le régime, la CVP est créée en 1948. Donc c'est la libération. C'est le grand reset de la protection sociale française. Et l'idée, c'est de créer une caisse complémentaire pour compléter le régime général des libéraux qui était à la CNA-VPL. Alors, c'est un vrai organisme de retraite professionnelle. C'est assez concomitant de la création de l'Agirc-Arrco, qui date de 1947. Et en 1947, à la création de l'Agirc-Arrco, il y a eu cette hésitation. Est-ce qu'on part sur un pied capitalisation intégrale, répartition intégrale? Certains disaient conjuguons les deux. Et puis finalement, ils sont partis intégralement en répartition, en ayant pris le soin de faire une répartition très bien construite. On y reviendra. Et puis la CVP, elle est partie intégralement aussi en répartition, avec ce qu'on appelle aujourd'hui le régime complémentaire par répartition, le RCR, dans le jargon des pharmaciens. Mais la CVP, elle a eu l'intelligence, à partir de 1962, de se dire on va compléter ce régime en répartition par un régime en capitalisation collective obligatoire. Alors, en 1962, ce n'était pas obligatoire, c'était facultatif. C'est devenu obligatoire en 2009. Donc là, c'est trois dates qui vous donnent une évolution, et c'est très très rare en France. Je vais vous donner, il y a deux points qui sont saillants à la CVP. C'est d'abord qu'il y a une vraie répartition qui est très bien gérée. Je vous donne un exemple. Il y a des réserves dans la répartition, c'est-à-dire qu'ils ont mis de l'argent de côté. Ils ont mis 66 mois de côté. C'est plus que les libéraux, où en ce moment il y a 16 mois, c'est plus que l'Agirc-Arrco. Alors, c'est clé, pourquoi? Parce que de temps en temps, on se dit oui, mais la répartition, on vit au jour le jour, on prélève des cotisations, on les redistribue. Mais ça, c'est une vision très naïve. Toutes les grandes répartitions ont des réserves significatives. Je vous ai mis la répartition américaine, qui aux États-Unis est la dernière roue du carrosse. Bon, il y a 26 mois de réserve. Pourquoi? Parce que quand Roosevelt a créé la répartition dans les années 30, il savait très bien que la démographie était orientée à la baisse et qu'il fallait mettre des réserves. Alors, je vous ai mis en bas deux répartitions qui sont françaises. Le régime général de la CNAV, il n'y a pas de réserve. Pourquoi? Parce que le régime général, il a été créé en 1945. Et il faut se souvenir qu'en 1945, il n'y avait pas de moyens. Il n'y avait même pas les moyens d'indemniser les capitalisations collectives qui avaient été ruinées parce que l'État avait piqué les réserves techniques. Bon. Donc, il n'y avait pas de moyens pour mettre des réserves dans le régime général. Et je vous ai mis un autre exemple de simili-répartition sans réserve, c'est l'État. Pourquoi? Parce qu'en 1853, l'État a démantelé ses capitalisations et a dit « je servirai les retraites par le budget ». Alors au début, ça ne coûte rien, mais il aurait dû faire des réserves. Et il y a toute une série d'États dans le monde entier qui ont provisionné leurs retraites. Alors ça, c'est la première particularité. Elle est très bien vue. Parce que quand vous commencez une répartition, vous avez beaucoup de cotisants et peu de retraités. Ça coûte peu. Donc votre ratio cotisant par retraité est excellent. Le ratio cotisant par retraité de la CVP dans les années 70, c'était de 5. Pourquoi? Parce que c'était le développement de la sécurité sociale, le développement des pharmaciens, et donc avec des petites
cotisations, vous arriviez à servir des retraites. Et puis, à ce stade, il est tombé à 0,9. Alors, soit dit en passant, je vous ai mis sur le graphe différents ratios par cotisant. L'actualité, c'est la CNRACL qui rentre dans une période très trouble. Mais vous voyez, ils ont commencé dans les années 70 à 3, puis il y a eu la décentralisation, ils ont eu 5 cotisants par retraité, ils n'ont rien fait. Ils n'ont pas fait ce qu'a fait la CVP, et ça pose aujourd'hui des problèmes majeurs. Alors, ça, c'est le premier aspect. La CVP s'est immunisée contre la démographie, mais elle s'est aussi immunisée contre les chocs réglementaires. À l'écran, je vous ai mis le numerus clausus. La CVP, c'est des pharmaciens, et c'est une profession réglementée. Au début, dans les années 60, vous aviez 900 nouveaux pharmaciens par an, et puis c'est monté à un peu plus de 3000. Et puis, la profession a été réglementée parce qu'est arrivé le contingentement pour limiter l'augmentation des dépenses. Et ça arrive dans les années 90. Et vous voyez, aujourd'hui, il y a 2000, disons, un peu plus parce que les prochains chiffres devraient remonter, mais en fin des années 90, il y avait 2000 nouveaux pharmaciens par an. Et donc, quand vous avez votre base de cotisants qui prend un coup d'accordéon comme ça vous déstabilise tout régime en répartition, d'où l'importance d'avoir des réserves. Alors la deuxième spécificité, c'est la capitalisation. C'est que, comme on se le disait, en 62, de façon facultative et en 2009 de façon obligatoire, la CVP a rajouté une capitalisation collective. Alors, Stéphanie en a parlé, c'est assez atypique. En France, on parle beaucoup des produits individuels, les paires individuelles. On parle aussi beaucoup des produits d'entreprise, les paires robes, les paires cols, les héritiers des PERCO et des articles 83. Mais il y a un paquet de capitalisation collective obligatoire dont fait partie la CVP qui est très intéressant. Pourquoi ? Parce que quand la capitalisation collective est obligatoire, vous couvrez toutes les personnes concernées, tout le monde cotise, donc il n'y a pas d'inégalité. Vous avez des frais moins élevés. Stéphanie en a parlé parce que c'est acheté en gros. La CVP, elle a 8 milliards de capitaux placés au titre de sa répartition et de sa capitalisation. Ça permet de négocier. Soit dit en passant, c'est important. Moi, j'étais gestionnaire d'actifs pendant 20 ans et tous les gros appels d'offres, des grosses capitalisations collectives, on les faisait pour ne pas gagner d'argent parce que c'était du volume. Et donc, ça permet d'avoir une épargne retraite plus rentable. Alors, en capitalisation collective, qu'est-ce qu'il y a ? Donc, il y a la CVP, et puis il y a d'autres exemples qui sont généralement discrets. Pour vivre heureux, vivons cachés. Le plus discret, c'est la Banque de France. Pourquoi ? Parce qu'il y a 14 milliards d'euros à la Banque de France. Pourquoi il y a 14 milliards d'euros à la Banque de France ? Parce qu'à l'origine, c'était une banque, comme les autres, avec un privilège, bien sûr. Mais dans les années 1800, ils ont commencé à provisionner leur retraite. À la Banque de France, ils savent faire leur compte. Et donc, ils ont promis 13,7 milliards de retraite. Ils ont mis 14 milliards de côté. Et ils autofinancent leur retraite par les dividendes et plus-values. Et puis, ils rendent d'ailleurs à l'État 2,6 milliards d'excédents parce qu'ils ont trop d'argent. Alors qu'on parle toujours de moins réévaluer les retraites, retarder l'âge de la retraite. À la Banque de France, il y a trop d'argent. Il y a le Sénat, même logique, capitalisation collective pour les personnels du Sénat et puis après pour les sénateurs. Pourquoi ? Parce que le Sénat, il avait peur de son indépendance au XIXe siècle et il avait même peur d'être fermé. Donc il s'était dit, si on met les clés sous la porte, il faut avoir une capitalisation pour servir les promesses. Et puis il y a les RAFP, l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique, qui est une création récente, c'est un petit bébé qui a 20 ans, dans lequel, aujourd'hui, il y a 43 milliards d'euros pour tous les fonctionnaires. Voilà. Alors, donc, mémoriser ce mix de la CVP, c'est une très bonne répartition, bien avec des réserves significatives et une vraie capitalisation collective. C'est la recommandation standard des économistes. Pendant très longtemps, tous les économistes ont dit il faut arrêter de débattre, il faut marier les deux. Il faut de la répartition, il faut de la capitalisation. C'est bon en termes de rendement d'avoir de la capitalisation parce qu'avec la démographie qui décline, le rendement de la répartition va diminuer. Et c'est aussi bon en termes de division des risques et de réduction des risques. Parce que marier les deux, c'est important. Et la CVP fait très bien les deux. Soit dit en passant, si vous me permettez, ça montre que notre débat français n'est pas à la hauteur. Parce que souvent,
quand vous parlez capitalisation, on vous dit « Ah, c'est donc que vous êtes l'ennemi de la répartition ». Ben non, en fait, à la CAVP, il y a de la capitalisation collective pour tous et il y a une répartition très bien gérée. Et j'y reviendrai. En fait, c'est très important d'avoir les deux parce que, comme le disait tout à l'heure Stéphanie, quand vous avez une capitalisation, ça épaule la répartition quand elle est à la peine. Et ça, le fait de travailler sur le cas spécifique de la CAVP m'a permis de le redécouvrir. Alors, pourquoi c'est important cette particularité de la CAVP qui correspond à la recommandation standard d'avoir capitalisation et répartition? Parce que ça permet de résister. Ça permet de résister. Et là, je vais vous montrer une partie du problème français, de tensions françaises sur les retraites. Je vous ai mis les ratios cotisants par bénéficiaire de toute une série de régimes. Alors, tout en haut, vous avez le barreau français, c'est une exception, c'est fantastique. Il y a encore 3,8 cotisants par retraité. Pourquoi ? Parce qu'on est dans une société qui se judiciarise. Voilà, donc c'est très dynamique. Tout en bas, vous avez les mines, 0. Autant vous dire que heureusement qu'il y a de la compensation démographique et des subventions. En haut, vous avez des régimes du type le régime général, 1,4 cotisants par retraité. Vous avez la CNRACL, 1,4 cotisants. À 1,4, ça commence à être difficile. Je vous le disais tout à l'heure, la CNRACL, il va falloir augmenter les taux de cotisation. Dans le privé, le régime général, on est à 28, mais 28, c'est très lourd. Et ça vous explique pourquoi on a développé toute une série de choses qu'on appelle les aides aux entreprises, mais qui en fait compensent les problèmes de compétitivité et de pouvoir d'achat. Et puis vous avez toute la zone grise où on est totalement déséquilibré, en dessous de 1,4. Beaucoup de ces régimes sont sous perfusion financière, sauf la CAVP. Pourquoi ? Parce qu'il y a la capitalisation et la répartition. Le Sénat, parce qu'historiquement, il n'y a que de la capitalisation. Alors d'ailleurs, les sénateurs, comme ils ont peur de se faire prendre leur magot, ils le mettent en déficit pour passer légèrement en répartition. Mais ça, c'est parce qu'on ne sait pas calculer en temps long. Et puis il y a la Banque de France, qui s'est fait prendre ses avoirs, puisqu'on a fermé le régime spécial de la Banque de France. Ça n'avait aucune raison économique, si ce n'est que l'État va vouloir récupérer les 14 milliards que la banque a placés. L'État va les récupérer plus tôt. Alors, la CAVP, quand on regarde les flux de cotisations, je vous ai mis les cotisations à gauche et les prestations, mais qu'est-ce qu'on voit ? On voit que la capitalisation, c'est 39% des cotisations et 49% des prestations. Donc on a un vrai modèle de création de richesse. Si la capitalisation était pas plus rentable, avec 39% des cotisations, elle donnerait 39% des prestations. En fait, elle finance 49% des prestations, elle crée 10 points. Donc c'est très important. C'est tout à fait conforme à la recommandation standard de l'économiste, qui est d'avoir un mix 50-50, ou 2 tiers, 1 tiers. D'ailleurs, on est en 2 tiers, 1 tiers si on intègre le régime de base, si on intègre le régime de la CNAVPL. On voit qu'il y a 27% de capitalisation qui génère 35% des prestations si on consolide au-delà du régime par capitalisation et du régime par répartition de la CAVP, si on intègre le régime général des pharmaciens. Alors, ça crée de la richesse. Là, à l'écran, je vous ai mis dans ce qui est distribué par le RCC, le régime par capitalisation, ce qui correspond à la part des cotisations des adhérents, c'est en bleu, et puis la valeur ajoutée, c'est-à-dire la richesse créée, parce que les cotisations ont été placées, elles ont été investies, elles ont rapporté des coupons obligataires quand il y en a, elles ont rapporté des dividendes quand il y en a, elles ont rapporté des plus-values. Et donc, depuis 1995, la CAVP, elle a créé 1,5 milliard de richesse. Donc, c'est de la richesse en plus que les cotisations qu'elle a encaissées. Et donc ça, c'est vraiment clé, parce que le fait de capitaliser, c'est créateur de richesse collective. En fait, vous voyez tout notre débat qu'on a en France, on se dit quel est l'âge de la retraite, parce que le retraité ne crée plus de richesse pour le système de retraite à partir du moment où il part à la retraite, et il devient coûteux. Mais quand vous partez à la retraite en capitalisation, vous avez vos capitaux qui continuent à faire des petits.
Et en fait, on n'a pas besoin de demander à l'actif de travailler plus longtemps s'il a des capitaux qui lui-même vont faire des petits pour financer de la retraite. Donc c'est un vrai modèle très très intéressant. Alors, pour moi, c'est vraiment le modèle de rééquilibrage totalement responsable. Tout à l'heure, je vous montrais le ratio cotisants par retraité, et on voyait qu'à la CVP, il y a 0,9 cotisants par retraité, c'est comme dans l'État. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'État? Ils n'ont rien fait. L'État, il a perdu sa capacité de penser le temps long. Il l'a perdu en 1853. En 1853, il a fermé les caisses de retraite des ministères. Il a dit « je servirai par le budget ». Au début, ça ne coûtait pas cher. Et puis, vous aviez à l'origine des taux de cotisation qui étaient relativement normaux quand on regarde l'État. Et puis, avec le vieillissement, il a doublé ces taux de cotisation. Les cotisations retraite sur une fiche de paie dans les années 95, c'était en moyenne 48% dans l'État. Aujourd'hui, c'est plus de 90%. Quand vous regardez la fiche de paie d'un institut, il y a autant pour la retraite de ses aînés que pour son traitement indiciaire qu'il touche. Quand vous regardez le budget de l'éducation nationale, il y a 30% de dépenses de retraite. C'est le premier poste. Avant le primaire, avant le secondaire. Et donc, à la CAVP, vous avez anticipé et ça a permis de limiter la facture. Vous n'avez pas eu à faire exploser vos taux de cotisation retraite parce que le fait de prendre de l'avance avec la capitalisation et le fait d'avoir des capitaux placés, ça vous allège la facture. Et puis, il y a un deuxième aspect qui est fondamental. Si la CAVP n'avait pas fait ça, qu'est-ce qu'elle aurait fait? Si tant est que les pharmaciens aient supporté l'augmentation de la pression, elle aurait doublé la taille de son régime de répartition. Alors, donc, vous doublez les cotisations si les pharmaciens supportent et vous doublez la taille. Mais il y aurait eu un autre effet, c'est qu'elle aurait doublé la vitesse de consommation de ses réserves. Et donc, c'est vraiment clé. À la CAVP, le fait d'avoir une vraie capitalisation a permis de ne pas demander trop à la répartition et de ne pas la mettre en danger. Et quand on dit que, quand Stéphanie dit que la capitalisation soutient la répartition, c'est exactement ce qu'on voit là. La capitalisation a épaulé la répartition. Si les pharmaciens n'avaient pas fait monter en puissance cette capitalisation depuis les années 60 sur une base facultative et 2000, ils auraient dû booster la répartition et ça aurait détruit les réserves. Alors, j'ai l'impression que je déborde au niveau temps. Je vais terminer par deux choses. Pourquoi les pharmaciens l'ont fait? Pourquoi le Sénat l'a fait? Pourquoi la Banque de France l'a fait? C'est parce qu'il y a des gouvernances responsables. Les pharmaciens, c'est des libéraux. Ils pensent le temps long. Ils savent faire les comptes. La Banque de France, c'est des banquiers. Ils savent compter. Le Sénat, ils avaient peur de se faire couper leur budget de fonctionnement. Et ça, c'est vraiment clé. La base d'un bon système de retraite, c'est une gouvernance saine. Un autre exemple, l'Agirc-Arrco, ils n'ont pas financé 1 euro de retraite par de la dette depuis 1947. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils ont un statut de droit privé, ils n'ont pas le droit de faire de la dette. Le cadre réglementaire est bon. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'avec toutes les déceptions sur les différentes réformes, on voit réapparaître certaines velléités de nous refaire un grand régime universel et de réabsorber tout, parce que on a bien vu, les ratios démographiques sont différents et la tentation, c'est de mettre tout le monde dans le même panier et on sera à la moyenne. Et puis, pour certains, ça résoudra tous les problèmes. Mais en fait, ça ne résoudra aucun problème parce que ça créerait aucun euro de richesse supplémentaire. Et ensuite, ça détruirait toute une série de gouvernances. La vraie richesse de la CFVP, ce n'est pas les marchés financiers. C'est la façon en interne de discuter, de penser le temps long et en conséquence d'investir sur les marchés financiers. La vraie richesse que vous trouvez à l'Agirc-Arrco, c'est la même chose. C'est cette capacité incroyable qu'ont les partenaires sociaux en responsabilité de dire on n'est pas d'accord sur tout, mais on n'a pas besoin d'être d'accord sur tout, mais on a besoin de se mettre d'accord sur l'essentiel et d'arriver à faire des compromis intéressants. Voilà, un grand merci à vous.